Round one. Baka. Fight. La conversion hystérique, c'est ce trouble qui se traduit par un dysfonctionnement, le plus souvent d'allure neurologique, c'est-à-dire en lien avec le système nerveux, sans que l'on puisse en retrouver une origine physique. Elle peut se manifester par des paralysies, des anesthésies, des troubles des cinq sens, etc. Being a film director, your inner conflicts have chosen to express themselves in this very telling fashion. You're psychosomatically blind. Un trouble d'allure neurologique sans cause neurologique, vous allez me dire que c'est bien mystérieux et vous aurez entièrement raison. Alors, d'où ça vient et à quoi c'est dû ? Commençons par Freud et sa théorie psychanalytique. Pour notre cher Sigmund, la conversion est le résultat de la transformation d'un trouble émotionnel, comme l'angoisse, en un trouble physique. Il pensait que lorsqu'on était confronté à un événement intolérable, par exemple être témoin d'un rapport sexuel de ses parents quand on est enfant, on refoulait cet événement. Le refoulement, c'est ce mécanisme bien pratique qui permet de ranger dans un coin les choses pas jolies qu'on vit ou qu'on pense. Ces choses deviennent alors des représentations inconscientes. Mais l'histoire ne se termine pas là. Ces choses continuent d'exister dans notre vie psychique, à notre insu, à cause de la charge affective qui leur est associée. Bah oui, ce que l'on refoule, ce sont généralement des choses angoissantes, sales, dont on a peur ou qui nous font honte. Lorsque la charge affective associée est trop importante, et à la faveur d'un événement particulier, le mécanisme de refoulement va se fragiliser, et les choses refoulées remontent à la surface, un peu comme un cadavre immergé dans un marais. La représentation inconsciente liée à l'événement originel toque alors à la porte de la conscience sous le masque d'un symptôme physique. Here's Johnny. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Le symptôme représente alors une énigme bien mystérieuse puisque la représentation, elle, est toujours inconsciente, inconnue du sujet qui en est porteur. En bref, le patient souffre d'une paralysie qu'il est incapable de mettre en rapport avec un événement qu'il a vécu dans son passé. J'ai bien l'impression que vous avez besoin d'un exemple. Imaginez ainsi une jeune femme qui souffre d'une paralysie de la main droite. Après avoir consulté de nombreux spécialistes pour éliminer une cause organique à son trouble, elle finit par faire une psychanalyse. Au cours des séances, elle déroule le fil de son histoire jusqu'à un événement insupportable. Lorsqu'elle était enfant, son plus vieux frère, un tantinet pervers, l'a forcé un jour à le masturber. Face à cet événement insupportable, son psychisme a mis en place un mécanisme de défense, le refoulement. Ainsi, en grandissant, elle a oublié ce qui s'était réellement passé, mais la représentation est toujours présente, tapie dans le fond de son inconscient. Imaginez maintenant que cette jeune femme se marie. Lors de la nuit de noces, le contexte sexuel, vécu comme potentiellement menaçant du fait de son passé, fait apparaître une paralysie de la main, cette main dont elle s'était servie enfant pour masturber son frère. La confrontation à un contexte sexuel a provoqué un retour du refoulé, sous la forme d'un symptôme conversif. C'est au cours d'une séance d'analyse qu'elle se souvient de cet événement et, au miracle, la remémoration du souvenir aboutit à la disparition du symptôme. Bon, c'est un exemple simplifié à l'extrême, et il faut reconnaître que de l'aveu de Freud lui-même, les psychanalystes galèrent souvent à retracer un fil historique aussi simple. Et pour compliquer un peu plus les choses, il faut savoir que la représentation à l'origine du symptôme conversif, de la paralysie, de la cécité, peut ne pas correspondre à un véritable événement, mais être le fruit de notre imagination. Et on a choisi exprès un exemple de symptôme conversif en rapport avec une cause sexuelle, car pour notre cher Sigmund, un sacré coquin, dès qu'on parlait d'hystérie, il était question de sexualité. On peut trouver d'autres exemples de conversion dans la littérature psychanalytique, et elles peuvent laisser un petit peu perplexes du fait de leurs interprétations, parfois très tirées par les cheveux. Et on trouve ici une des principales critiques adressées à la psychanalyse, sa grande subjectivité. Et oui, une interprétation psychanalytique est une sorte de décodage issu du travail de deux esprits, celui de l'analysant, du patient, et celui de l'analyste.
Et ce décodage, il est tout à fait discutable, il ne peut pas être soumis à l'épreuve de la science. Qu'est-ce qui me dit par exemple qu'un premier psychanalyste, face à un symptôme, donnera la même interprétation qu'un deuxième psychanalyste? Bah rien en fait. Tout d'abord, il faut dire que les médecins se méfient particulièrement de ce diagnostic d'hystérie, car il peut être à l'origine d'erreurs médicales, thérapeutiques ou diagnostiques particulièrement graves. Imaginez un patient qui arrive aux urgences avec un tableau clinique un peu bizarre, que les médecins ne parviennent pas à comprendre véritablement. On trouve des paralysies que les neurologues n'arrivent pas à analyser, et le scanner est parfaitement normal. Eh bien, le risque, c'est de conclure un peu trop vite à une conversion hystérique et de passer à côté d'une tumeur cérébrale ou une infection méningée. D'ailleurs, certains médecins prétendent même que les soi-disant troubles de conversion ne sont que des maladies mal ou pas encore diagnostiquées. Là-dessus, on peut ne pas être d'accord, car même le célèbre Dr House fait parfois ce diagnostic. Yo, listen up! Bad news is, you have an illness. The good news is, it's not meningitis. It's not fatal, it's just embarrassing. It's conversion disorder, more commonly known as mass hysteria. It happens often in high anxiety situations, especially to women. I know it sounds sexist, but science says you're weak and soft. What can I do? The rash is in my head. Your mind controls your body. If it thinks you're sick, it makes you sick. Pour autant, les neurosciences se sont penchées sur le sujet et ont tenté de savoir et de comprendre ce qui se passait dans le cerveau de ces drôles de malades. Pour cela, les neuroscientifiques utilisent entre autres l'IRM fonctionnel, une méthode d'imagerie cérébrale qui a révolutionné notre façon d'étudier le fonctionnement du cerveau, car il permet de voir en direct, ou presque, ce qui se passe dans la tête du sujet installé dans la machine. Et quand on met des personnes souffrant de conversion dans l'IRM, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la littérature scientifique sur le sujet n'est pas extrêmement abondante, et la plupart des études sont réalisées chez un petit nombre de sujets, parce qu'il faut les trouver, parce qu'il faut qu'ils aient à peu près les mêmes troubles, etc. De plus, une majorité ne concerne que les paralysies conversives. La première chose très importante que ces études montrent, c'est la différence fondamentale qui existe entre des personnes qui souffrent d'un trouble conversif et des personnes à qui l'on demande de faire semblant d'être paralysées. Donc la conversion, ce n'est pas de la simulation. Oui, ok, c'est bon, maintenant je pense que vous avez compris. Deuxièmement, ces travaux montrent que lorsque l'on demande aux sujets de bouger leurs membres paralysés, on voit sur l'IRM qu'ils tentent bien d'exécuter le mouvement, mais que le processus est en quelque sorte bloqué à une certaine étape. Bloqué par d'autres zones cérébrales, et notamment le cortex orbitofrontal et le cortex singulaire antérieur. Mais des structures plus profondes sont concernées, parmi lesquelles les ganglions de la base, zone cérébrale impliquée dans le contrôle moteur. Ouais, c'est pas faux. C'est un peu compliqué, mais suivez-nous jusqu'au bout. Ces structures qui inhibent en quelque sorte le mouvement sont très fortement en lien avec le système limbique, un ensemble de structures cérébrales en charge de la régulation émotionnelle. On peut donc faire l'hypothèse suivante: dans la conversion, la paralysie est donc bien réelle, elle n'est pas le résultat d'une lésion, mais d'un excès d'inhibition du contrôle moteur, probablement en lien avec des perturbations émotionnelles, et cela, bien sûr, sans que le sujet n'en ait conscience. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais Freud ne dit-il pas la même chose en quelque sorte ? Que le symptôme physique est le résultat d'un problème émotionnel ? Eh bien oui, s'il y a une leçon à retenir de notre exposé, c'est que certains points, pas tous, de la théorie psychanalytique peuvent être soumis au couperet de la science, que cela plaise ou non aux psychanalystes. Prends ça, Karl. Non, celui-là. Karl Popper, un célèbre philosophe des sciences, a été l'un des premiers à remettre en question le caractère scientifique de la psychanalyse, du fait de l'absence d'hypothèses réfutables. Selon lui, si ces hypothèses ne peuvent être réfutées, alors elles ne peuvent être élevées au rang d'hypothèses scientifiques. Comme on vient de le voir, les choses ne sont pas aussi simples, mais on en reparlera, promis. Donc en résumé, selon notre cher Sigmund, la conversion est différente de la simulation, nos amis neuroscientifiques l'ont confirmé, c'est un processus qui échappe à la conscience du sujet, idem. Ce processus est le résultat de la transformation d'un problème émotionnel en un problème physique, généralement focalisé sur un organe ou une région du corps. À confirmer par d'autres études, mais il semble bien que ce soit le cas. Toujours selon la psychanalyse, révéler la représentation intolérable peut aboutir à la guérison du trouble. Ça, c'est pas toujours le cas. La source de ce trouble est toujours d'origine sexuelle ? La science ne l'a pas confirmé et il y a de bonnes raisons de croire que c'est très réducteur.
Les plus perspicaces d'entre vous auront noté que nous n'avons pas traité, d'un point de vue neuroscientifique, le refoulement, ce mécanisme pourtant très important dans la théorie psychanalytique. Ce n'est pas pour rien, c'est pour une raison bien simple, il y a plein de choses à dire sur le sujet qu'on traitera dans un deuxième round. En attendant, psychanalyse et neurosciences peuvent se faire de gros câlins, il n'y a pas mort d'homme.